Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais crucial qui touche de nombreuses personnes, les difficultés au sein d'un couple. Pourquoi certaines relations suscitent-elles de la souffrance plutôt que de l'épanouissement? Quels sont les facteurs sous-jacents qui contribuent à cette dynamique complexe? Laurence Dispo, experte dans le domaine de la sexualité et des relations, partagera ses perspectives éclairées et ses conseils avisés pour comprendre et surmonter les défis qui peuvent surgir dans nos relations les plus intimes. Laurence Dispo, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire encore ce grand plaisir d'être avec nous pour répondre à nos questions et préoccupations. Alors tout d'abord, pour démarrer ce sujet, est-ce normal de souffrir en couple? Normal ou pas normal, je me permettrai pas de dire. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a tous et toutes été déçus à un moment donné dans notre couple. Il est sûr que notre couple, c'est un endroit où on y met notre vulnérabilité, nos souhaits les plus chers, les plus intimes, les plus profonds. Et on a pas mal d'attentes vis-à-vis du couple. On a des attentes de se sentir aimé, bien évidemment, se sentir soutenu, se sentir en sécurité, se sentir compris, se sentir désiré aussi. Donc toutes ces attentes, à un moment donné, il va y avoir une déception, hein. Je pense chez chaque couple, ça fait partie. Je pense que surtout si on a pas mal d'années avec une personne, il y a des moments où il va y avoir des petits couacs, hein, ou des grands couacs, hein. Alors, ce qui peut se passer dans ces moments-là, il y a un peu trois cas de figure, je pense. Un cas de figure, c'est je sens que ma légitimité en tant que personne est remise en compte ou en remise en question. C'est-à-dire, voilà, je me sens pas suffisante, je me sens pas assez bonne comme conjointe ou assez bon comme conjoint ou assez bon ou bonne comme personne. Donc là, il va y avoir une remise en question vraiment de ma valeur. Deuxième cas de figure, c'est le couple est remis en question. C'est l'effondrement du mythe. Tiens, on croyait qu'on était unique, on croyait qu'on allait faire la vie ensemble, on croyait qu'on avait vraiment quelque chose de spécial. Et puis, patatras, il y a tout qui se casse la figure. Et là, est-ce qu'on peut vraiment compter sur ce couple? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Troisième cas de figure, c'est les émotions, les vulnérabilités du passé qui ressurgissent. C'est-à-dire, voilà, on a eu telle ou telle relation avec nos parents ou d'autres relations sentimentales qui ont un petit peu creusé des vulnérabilités en nous. Et la crise de couple ou la souffrance ou la déception dans le couple va réactiver ces filtres, le filtre de, par exemple, l'autre ne sera pas là pour moi ou l'autre n'est pas là pour moi. Ou alors, au contraire, le filtre de l'autre est envahissant, l'autre est intrusif. Toutes ces choses qu'on a vécues dans nos relations précoces viennent ressurgir, viennent reprendre de la place. Là, on peut vraiment se trouver en difficulté psychologique face à ce moment de désarroi dans le couple. D'accord, donc plein de raisons effectivement dans la vie de couple pour avoir quelques souffrances, quelques heurts. Pourquoi arrive-t-il que l'on se sente seul dans son couple? On peut se sentir seul dans son couple et c'est vraiment une des pires situations, je trouve, hein, quand une personne se dit ou me dit en consultation, je me sens tellement seule, hein, ou dit au conjoint ou à la conjointe, je me sens tellement seule. Et c'est là qu'on voit vraiment la vulnérabilité, hein, de l'être humain dans son couple. Être ensemble, mettre les moyens, faire des efforts, essayer de s'exprimer, essayer de communiquer et se sentir quand même seul. Alors, un cas de figure, c'est j'essaye de communiquer, je m'exprime, mais je me sens pas compris, je me sens pas entendu parce que l'autre parle un autre langage. Alors, peut-être que l'autre parle un autre langage. Vous connaissez la théorie des langages de l'amour, hein, de Gary Chapman. Il y a certaines personnes qui vont communiquer leur amour en faisant des cadeaux, d'autres personnes qui vont communiquer leur amour en étant tactile, d'autres personnes qui vont rendre des services, d'autres personnes qui vont simplement être présents. Donc, et d'autres personnes encore qui vont faire des compliments, parler, échanger. Il y a des tas de manières finalement de communiquer nos émotions, notre affect. Et si on ne parle pas le même langage, on peut parfois avoir l'impression de ne pas être compris par l'autre, hein. Et on a beau dire mais je t'aime et voilà tous les efforts que je fais. Si la personne parle un autre langage et qu'on ne s'est pas rendu compte de cette différence de langage, on peut se sentir effectivement seul. Il y a d'autres situations peut-être encore plus profondes et plus problématiques. Ce sont les situations où deux personnes vont avoir ce qu'on appelle des styles d'attachement très différents. Imaginons que j'ai un style d'attachement plutôt anxieux. Ça veut dire que quand je veux chercher mon partenaire, je vais aller essayer de le faire réagir. Je vais exprimer mes angoisses en lui faisant des reproches ou des critiques, en lui disant t'es pas assez présent. Je vais aller le chercher.
Si cette autre personne a un style d'attachement qu'on appelle plutôt évitant, c'est-à-dire moi je me débrouille moi j'ai pas besoin trop de l'autre, je vais valoriser l'indépendance, je vais résoudre mes problèmes moi-même. Si l'autre en face de moi a ce style d'attachement plutôt évitant, il va plutôt avoir tendance à réagir à mes provocations entre guillemets en prenant la fuite, en partant dans le retrait. Il va aller boire un verre, il va aller faire du sport, il va travailler beaucoup. Euh, Pourquoi? Parce qu'il se sent incompétent, il se sent impuissant, il se sent pas à la hauteur. Hein. Parce que ce qu'il va entendre, c'est pas chérie, viens ici. Ce qu'il va entendre, c'est chérie, tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu me rends pas heureuse. Hein. Dans ces situations-là, on va effectivement se sentir seul aussi parce que on est en train de chercher l'autre comme on peut, mais pas de la bonne manière. Évident, hein, les relations de couple et puis la communication également, c'est tout un processus, un jeu, un enjeu souvent aussi. La vie de couple, ce sont des hauts, des bas. C'est ainsi, c'est comme ça, et c'est ce qui fait aussi le charme. Mais comment savoir si on est malheureux dans sa vie de couple? Quelle bonne question se poser? Savoir s'il ne s'agit pas juste d'un mauvais moment dans la vie du couple. C'est vraiment une bonne question à laquelle malheureusement j'ai pas de réponse. Parce que c'est vraiment personnel et c'est vraiment subjectif. Hein. Je pense que la question un peu universelle à se poser, c'est est-ce que je suis suffisamment heureuse par rapport à mes besoins? Qu'est-ce que je demande au couple? Et est-ce que je suis entendue dans la demande profonde et essentielle que je fais au couple? C'est-à-dire, si ma demande vis-à-vis du couple, c'est de me sentir accompagnée, est-ce que je me sens suffisamment accompagnée? Si ma demande au couple, c'est d'avoir une vie sexuelle épanouie, est-ce que c'est le cas? Si ma demande au couple, c'est de me sentir en sécurité, en confiance, est-ce que c'est le cas? Et puis, pour certaines personnes, être en couple, c'est plutôt de construire une famille ou alors de construire une maison, d'avoir des projets, de faire des vacances ensemble, d'avoir des bons moments. Tout dépend de ce qu'on demande au couple, les fonctions qu'on attribue au couple et si on est suffisamment entendu dans ces fonctions-là. D'accord. Et comment savoir si c'est la fin du couple et pas simplement un mal-être passager? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a l'impression qu'on a tout essayé? Est-ce qu'il y a des signaux où on se dit, bah là voilà, j'ai tout fait et je peux plus poursuivre dans cette relation? Mmh. Mmh. Nous, en tant que thérapeute de couple, on est souvent assez étonnés parce qu'on se dit, ça, c'est la fin du couple. Et en fait, non. Les gens perdurent, ils retrouvent un élan, ils retrouvent de l'espoir. Et d'autres situations, au contraire, on se dit, ouais, ils ont tout pour réussir. Et tout à coup, il y a un déclic. Il y a une des deux personnes qui dit, non, là, c'était vraiment le truc en trop. C'était la blessure de trop. Ça peut être une blessure au niveau de la confiance, par exemple. C'est souvent au niveau de la confiance qu'il y a quelque chose qui vient se surajouter à une situation qui perdurait depuis des années, puis qui était somme toute tolérable, tout à coup devient intolérable parce qu'il y a cette blessure supplémentaire, souvent au niveau de la confiance. Donc parfois, on voit comme ça un espèce de déclic chez l'un, chez l'autre. Moi, je pose la question aux gens, si votre amour, si votre cœur était une pièce, est-ce que la porte, on pourrait l'envisager comme une porte fermée, complètement fermée, entrouverte, ouverte? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'ouverture de votre cœur? Sentiment amoureux est tellement difficile à définir, à décrire. Moi, j'aime bien utiliser cette image-là, mais c'est vraiment une question très compliquée. Oui, des enquêtes à mener et puis chacun est si différent également. Alors parfois, il Mmh. est difficile, de savoir d'où cela vient, comment on en est arrivé là et donc compliqué d'apporter des solutions. Quels conseils donner pour trouver l'origine du mal-être au sein du couple? Alors, pour trouver l'origine du mal-être, souvent, on va revenir à quand est-ce que ça a commencé à pécloter? Est-ce qu'il y a eu une blessure particulière? Est-ce que c'était justement une blessure au niveau de la confiance? Est-ce que c'était une blessure qui a fait penser à l'un ou à l'autre? Voilà, on n'a plus d'espoir. Je me sens pas suffisamment aimée, je me sens pas suffisamment comprise ou soutenue. Donc, on va revenir au moment historique, en fait, hein, où il a commencé à avoir un doute sur la validité du sentiment amoureux, sur la validité du couple, sur la sécurité du couple. Est-ce que l'autre est là pour moi? Ah ben là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que la personne n'était pas là pour moi. Je ne pouvais pas compter sur cette personne. Souvent, ça va être à ce moment-là que la blessure commence à à grandir. Et parfois, cette blessure est réparée. Souvent, les blessures sont réparées, puis on continue
entretenir le couple et à trouver du bonheur dans le couple. Et puis parfois, les blessures se surajoutent, sont pas conscientisées, sont pas réparées, sont pas communiquées, sont pas discutées. Et à un moment donné, c'est la blessure de trop, justement. D'accord, la blessure qui ne peut plus se réparer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'on peut déjà faire un bref récapitulatif des raisons les plus courantes de cette souffrance dans le couple? Si on devait en citer 3. 3, on va mettre dans un paquet tout ce qui est émotionnel. Je me sens pas comprise, désirée, soutenue, entendue, aimée. Un deuxième, ça pourrait être le l'irruption des tiers ou le parasitage des tiers, la gestion des tiers. Ça peut être les enfants, ça peut être les beaux-parents, ça peut être le travail, ça peut être une maladie. Quelque chose qui vient empiéter sur l'intime du couple et qu'on n'arrive pas à gérer parce que peut-être on a des valeurs qui diffèrent un tout petit peu ou on a simplement des alarmes différentes. Tiens, moi je pense que la famille d'origine de l'un est un peu une menace et puis l'autre ne le voit pas de la même manière, voit pas une menace. On n'est pas d'accord sur en fait les tiers qui peuvent faire irruption dans notre couple. Et puis un troisième, ça pourrait être les besoins individuels qui passent à la trappe face aux besoins du couple. Comment être respectueux ou respectueuse par rapport à mes besoins tout en étant en couple? Est-ce que je peux me sentir à l'aise par rapport à moi-même tout en étant dans ce couple-là? Donc c'est cette gestion de l'espace individuel et l'espace couple qui pourrait constituer la troisième raison si vraiment on veut résumer à 3. Très bien, merci beaucoup. Et donc, vous êtes sexologue spécialiste des relations de couple. Vous apportez bien évidemment des solutions, des pistes de solutions en tous les cas aux personnes qui viennent vous consulter. Donc, de façon générale, pouvez-vous nous donner rapidement quelques conseils, pistes à explorer pour essayer de retrouver l'harmonie dans son couple? Juste une simple énumération. Oui, bien sûr. Premièrement, comment est-ce que j'exprime mes besoins? Comment est-ce que j'exprime mes émotions? Est-ce que je les exprime d'une manière aimante, par des demandes, ou est-ce que je les exprime par des critiques et des reproches? Deuxièmement, est-ce que je suis consciente de ce que ça génère en l'autre? Est-ce que l'autre va prendre ça justement comme une mise à distance ou comme un appel à l'aide? Troisièmement, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me réengager s'il y a eu une blessure? Il suffit pas de pardonner. De quoi est-ce qu'on a besoin pour réparer vraiment cette blessure, pour pouvoir se dire de nouveau que l'autre est là pour nous et qu'on est là pour l'autre et que ce couple en vaut la peine. Merci beaucoup, Laurence, pour ce précieux éclairage. Donc, les relations de couple sont souvent un terrain complexe, mais cette discussion nous a fourni des éclairages précieux pour comprendre et surmonter les difficultés qui peuvent se présenter. Néanmoins, chaque individu et chaque relation sont uniques. Alors, si vous vous retrouvez face à des défis persistants, des questionnements intimes et des obstacles que cette entrevue n'a pas totalement dissipés, il est important de rappeler qu'il existe des professionnels qualifiés, prêts à vous accompagner. Laurent Dispo, en tant que sexologue expérimenté, vous êtes une ressource précieuse pour ceux qui cherchent un soutien personnalisé. Comment faire pour vous consulter? Vous pouvez me consulter en regardant le site internet sexologiecouple.com ou me contacter par email, évidemment. Si vous êtes en France, on peut faire des thérapies par Zoom. C'est un petit peu la mode actuelle. Très bien. Et on peut également retrouver peut-être sur votre site votre dernier ouvrage, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour sexe et dépression, c'est le troisième livre qui vient de paraître mi-septembre sur bien sûr les interactions entre un épisode dépressif, la sexualité, la relation de couple et ce qu'on peut faire surtout concrètement pour faire face à cette maladie et se retrouver sexuellement, se retrouver sur le plan intime dans le couple. Un ouvrage très riche en bons conseils. Je vous le recommande si vous vous retrouvez confronté, vous ou un ami, à ce type de situation, dans ce type de situation. Et puis, bien sûr, donc je remettrai le lien vers la vidéo sur le même sujet et le lien vers votre ouvrage. Merci beaucoup, Laurence Dispo. Avec plaisir, merci à vous. Et on se retrouve prochainement pour un tout autre sujet. Parfait, à bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.